Alors, dernier chapitre donc, de la leçon sur l'introduction à la thermodynamique, c'est chapitre 5 donc, qui va concerner les différents types de transformations qu'on va envisager pour les systèmes thermodynamiques. Alors, première transformation, donc la transformation réelle, les transformations réelles. Donc, on va lire, je vais vous lire ce que j'ai marqué, qu'on va illustrer sur un cas particulier. Donc, lorsqu'un système, donc sous-entendu le système thermodynamique fermé, subit une transformation, ça veut dire qu'il va interagir avec son environnement, et nécessairement il va passer d'un état thermodynamique d'équilibre initial à un état d'équilibre thermodynamique final. Et au cours de cette transformation, si c'est une transformation réelle, eh bien, en général, ce système est ce qu'on appelle hors d'équilibre, d'accord, et ces variables thermodynamiques alors ne sont pas correctement, exactement définies au sens où on l'a vu précédemment. On ne peut pas se donner une pression pour le gaz, une température pour le gaz, parce que voilà, ça n'a pas de sens. Alors regardons ce que ça donne. Donc là, vous coupez votre feuille, on fait deux colonnes. Voilà, on va faire transformation réelle à gauche, et puis donc en anticipant un petit peu le paragraphe d'après, on va le comparer donc à des transformations donc quasi statiques. Alors, on va mettre une seule au singulier. Donc la transformation réelle, c'est quoi? Alors on va toujours dans nos systèmes piston-cylindre, puisque voilà, la thermodynamique elle a commencé avec des gaz qui étaient enfermés dans des cylindres fermés par des pistons mobiles. Donc ici j'ai un système, j'ai marqué sigma gaz. Voilà. Ici j'ai un piston mobile sans frottement. Bon, le gaz ne peut pas s'échapper par les. Voilà, le piston peut descendre mais ne laisse pas échapper le gaz. Ici j'ai une enceinte. Je ne précise pas si elle est à Therman ou pas, pour l'instant ça ne nous intéresse pas. Voilà, je suspends une masse juste au-dessus du piston en laissant un tout petit espace. Voilà, d'accord. Donc on est bien sûr dans le champ de la pesanteur. Et qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais couper à un instant donné le fil qui est ici. Donc la masse va tomber. D'accord. Donc ça, ce serait l'état initial. Okay. Alors représentons ici, voilà, l'état final. Voilà, puisqu'on y est comme ça. Alors en exagérant un petit peu les choses. Voilà. Donc la masse est posée là-dessus. Voilà, et puis ici j'ai toujours mon système sigma gaz. Alors il a changé de volume, il a changé de pression sans doute, et on verra bien que même si la transformation est adiabatique, il aura changé de température. Voilà, donc ça, c'est l'état final. Voilà. Donc ça, c'est une transformation réelle. Et ça veut dire qu'au cours de la transformation, si je mettais un capteur de température, par exemple ici, alors ce capteur de température, on peut les symboliser comme ça. D'accord. Donc c'est une résistance, en fait, dont la valeur dépend de la pression, de la contrainte que subit le dispositif. Si je mets un capteur de température, de pression ici, et si j'en mets un là, au cours de la transformation, voilà, c'est certain que ces deux capteurs n'indiquent pas la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas en état d'équilibre, parce que la pression n'est pas uniforme. Comme on a un système ici homogène sans cloison, enfin homogène, c'est-à-dire monophasé sans cloison, on devrait avoir pour que ce soit un état d'équilibre, il faudrait qu'il y ait une seule pression. Alors là, au cours de la transformation, il n'y en a pas. Donc après, au cours d'une transformation, ce n'est pas la peine d'invoquer la pression et la température. En gros, elle n'est pas définie. Et de même, la température, cette température va évoluer. Et ici, si je faisais des mesures de température, à différents endroits, les capteurs ne donneraient sûrement pas la même chose au cours de la transformation. Par contre, une fois que l'état final s'est établi, une fois que le gaz ne bouge plus, etc., qu'on arrive à un état d'équilibre thermodynamique, là il y a une seule pression, une seule température pour le système. Voilà, d'accord. Alors, on va se laisser encore un petit peu de place en dessous parce qu'on va encore écrire des choses dessous. On se laisse 5-6 cm. On va passer donc aux transformations quasi-statiques. Une transformation donc quasi-statique, c'est une transformation idéale, donc qui n'existe pas vraiment dans la réalité, obtenue donc comme limite d'une transformation réelle, lorsque la durée de cette transformation tend vers l'infini. Et elle est alors constituée d'une suite continue d'états d'équilibre. Une suite continue d'états d'équilibre. Donc on va s'arranger pour faire évoluer le système très lentement, de manière à ce qu'à chaque instant de la transformation, chaque étape de la transformation, on puisse définir correctement une pression, une température et un volume. Ça, en général, ça ne pose pas de problème. Voilà, ce qui n'était pas le cas donc, dans l'exemple précédent.
Donc pour une telle transformation, toutes les variables thermodynamiques, comme je vous l'ai expliqué, sont alors définies au cours de la transformation. Et on peut alors donc caractériser cette transformation par un chemin, une courbe orientée dans l'espace des états. Voilà, on ira la suite après. Donc ça veut dire, alors comment on peut faire ça? Je vais faire une transformation un petit peu du même genre. Voilà, je reprends mon système gazeux là, avec toujours le piston, mobile sans frottement. Ici j'ai toujours le système gazeux. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de poser une masse brutalement, on va, mettons, mettre que je pose ma main. Voilà. D'accord, je peux bien dessiner, mais imaginez qu'on pose sa main là-dessus. Voilà, hop, voilà. Posez votre main là-dessus, et on voit qu'en posant sa main, on peut, si on veut, déplacer très 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 lentement le piston. D'accord? Voilà, aussi lentement que l'on peut. On ajuste en fait la force exercée par sa main pour que ce piston descende aussi lentement que l'on peut. D'accord? Voilà, il y a d'autres moyens de le faire. Voilà, ok. Et donc à la fin, alors ça, on peut partir du même état initial. Voilà, et on va arriver. Alors je pousse. Alors à la fin, évidemment, il faut la laisser. Voilà. Et à la fin, je m'arrête. Je décide que je ne pousse plus. Enfin, je pousse en tout cas ce qu'il faut. Mais juste ce qu'il faut pour que le piston ne bouge plus. Voilà, je vais arriver dans un autre état final. Même si les volumes sont les mêmes, on verra par le calcul que l'état final auquel on arrive, c'est-à-dire que la pression et la température ne seront pas les mêmes. Voilà, dans ce cas-là. Voilà, donc ici, là on a une transformation quasi statique, donc infiniment lente. Et ici, à chaque instant de cette transformation, je peux définir la pression, le volume et la température, ce qui n'est pas le cas ici. Enfin, en tout cas pour la pression et la température. Alors, ce qu'on peut donc faire, comme je vous l'ai dit, alors vous allez écrire en dessous, et moi je vais libérer la place en dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut caractériser cette transformation par un chemin. Comme alors, la pression, température, volume sont définis à chaque étape de cette transformation. Alors, quelle variable j'ai pris? On peut définir ça. Donc, l'espace des états, je choisis. Mettons le couple pression-volume, on pourrait choisir deux autres couples possibles. Ici, alors on a un volume, l'autre volume donc, qui va plutôt donc, diminuer. On a ici un état initial, avec un certain volume initial et une certaine pression initiale. D'accord? PI. Donc ici j'ai pression initiale, volume initial. La température initiale sont déduits par l'équation d'état. D'accord? Et puis donc le volume va diminuer. On se doute, ça dépend comment bon, il y a quand même des choses que je n'ai pas précisées, notamment je n'ai pas précisé si les parois étaient à Terman ou diatherman. Enfin, disons d'une manière générale, sauf, cas très particulier, mais qu'en gros la pression devrait diminuer, sauf sur des transferts thermiques tels que la pression, excuse-moi, devrait augmenter, puisque le volume diminue globalement. Voilà. Et donc, on va se retrouver ici avec l'état final E'. Donc ici, un certain volume VF', et ici, une certaine pression finale PF'. Voilà. Je peux l'orienter pour dire que je vais de l'état initial à l'état final. Voilà. Et encore une fois, la température, TF', je peux la déduire donc, de cette pression de sur-volume par l'équation d'état. Alors, est-ce que je suis capable de prévoir ça? Pour l'instant, on verra ça au chapitre suivant, pardon. Mais ici, je peux mettre des capteurs et suivre. Je peux mesurer très facilement ce volume et mettre un capteur de pression. Même si je mets plusieurs capteurs de pression, ils m'indiqueront tous la même valeur. D'accord? Donc, une vraie pression définie à chaque instant. Et si je mets des capteurs de température, même si j'en ai plusieurs, ils indiqueront toujours une valeur correctement définie. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On peut, par exemple, partir du même état initial. Voilà, état initial, volume, VI, VI. Je mets toujours dans l'espace des états PV. Et puis, en fait, voilà, la seule chose que j'ai ça. Et puis, quelque part, alors est-ce que... voilà, je précise pas les choses. Voilà. Ici, je vais avoir un certain état final, et c'est tout ce que je peux mettre. Avec ici, un certain état VF, PF. Voilà, d'accord. Et entre les deux, j'ai rien à décider. Les seuls états que je peux représenter, c'est l'état initial et c'est l'état final. D'accord? Voilà. Donc
donc ça, transformation réelle. Hein. Et puis ici, on va avoir besoin de ces transformations un petit peu idéales, hein, qu'on va appeler des transformations quasi-statiques, et ensuite on verra que la plupart de ces transformations quasi-statiques sont ce qu'on appelle réversibles. Je vais en parler tout de suite. Alors je finis de lire donc, le paragraphe 5.2. Hein. Donc ce qu'on peut dire, donc, si j'ai cette courbe, hein, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'une transformation quasi-statique se décompose en une suite de transformations infinitésimales. Alors ça sert pour certains formalismes, qui n'est plus vraiment programme, mais je vous le signale quand même parce que voilà, vous serez peut-être amené à le lire, mais ce n'est plus vraiment le programme. Donc une transformation infinitésimale, en fait, fait passer d'un état d'équilibre EI à un état d'équilibre infiniment voisin. C'est-à-dire que si je prends ici un état, d'accord, au cours de la transformation, voilà, je peux, donc avec un certain volume, une certaine pression, voilà, l'état, on va dire immédiatement, entre guillemets, un état infiniment voisin, hein, voilà, aura un nouveau volume. Voilà, la variation de ce volume entre cet état et un état très voisin, une étape suivante très voisine, on aura une petite variation du volume, aussi petite que l'on veut, hein, parce qu'on peut considérer que c'est le nouvel état aussi près que l'on veut de E, cet accroissement du volume qu'on note normalement delta, ici, comme il est aussi petit que l'on veut, on le note petit d. Donc on aura ici une variation petit d v du volume, par exemple, et un accroissement, une variation petit d p de la pression. Alors que sinon, voilà, entre VI et VF, bon, ben, la variation de volume c'est delta V, ça fait VF moins VI, et au moins on a un delta parce qu'il y a une grande variation. Voilà, donc l'accroissement des variables thermodynamiques dans une transformation infinitésimale est elle-même infinitésimale, comme je viens de vous dire, donc ces variations sont très petites, on utilise pour ça le symbole petit d. Alors, les transformations, paragraphe 5.3, on passe au 5.3, les transformations réversibles. Alors, c'est un nom qui est pour l'instant un petit peu trompeur. Hein, on verra le sens, pourquoi ça s'appelle réversible. Pour l'instant, oublions le sens du mot réversible et concentrons-nous sur la définition. Hein, on va dire dans un premier temps, donc, les transformations réversibles sont des transformations quasi-statiques, c'est un cas particulier donc, de ces transformations qu'on vient de voir, pour lesquelles le système mécanique en contact avec le système thermodynamique d'étude, le système thermodynamique d'étude ici, bah, c'est le gaz, et le système mécanique en contact avec le système thermodynamique, bah, c'est le piston. Alors, éventuellement, on peut considérer que c'est aussi comment ça s'appelle, l'enceinte, hein, est en quasi-équilibre mécanique permanent. On dit alors que le système d'étude est lui-même, le système d'étude est lui-même en quasi-équilibre mécanique permanent. Hein. Alors, comme je vous dis, donc, la plupart des transformations quasi-statiques sont réversibles. Alors, en particulier celle-là, celle que je viens de vous décrire ici, elle est quasi-statique, hein, et elle est réversible. Alors, est-ce que le piston est en quasi-équilibre mécanique permanent? Alors, qu'est-ce que ça veut dire quasi-équilibre mécanique permanent? Est-ce que la somme des forces qui s'exercent sur ce piston, elle vaut quasiment zéro ou pas? Et bien, la somme des forces qui s'exercent sur ce piston, si j'applique la théorème de la résultante cinétique au piston, en gros la RFD, ça vaut m fois l'accélération du piston. Si je déplace ce piston de manière infiniment lente, cette accélération est aussi petite que je veux. D'accord? Donc ça signifie bien que ce piston est en quasi-équilibre mécanique permanent. Donc cette transformation ici, quasi-statique que j'ai choisie, elle est en réalité réversible puisqu'elle satisfait la définition précédente. D'accord? Voilà. Hein, donc si le piston, répète, va à une vitesse infiniment lente, c'est que son accélération est très petite, donc la somme des forces qui s'exercent sur ce piston est très petite. Hein. Idéalement, évidemment, aussi petite que l'on veut, donc on la prendra à zéro. Alors on verra les conséquences de ça dans le chapitre précédent. Pour l'instant, je ne veux pas anticiper. Bon, simplement, je vous donne ces définitions, puis au fur et à mesure, on verra le sens qu'elle a, l'importance qu'elle a, etc. En thermodynamique. Hein. Voilà. Alors, exemple activité, vous pouvez le barrer, d'accord? Exemple activité, vous mettez pour faire leçon suivante. Hein. Je ne vais pas le faire maintenant. Bon, la logique voudrait qu'on déduise déjà une conséquence de ça maintenant. Mais la logique pédagogique veut qu'on le fasse un petit peu plus tard, hein, quand on fera des calculs de travaux, on fera des calculs de travaux de force. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on verra la conséquence de ça. Bon, je pense que ce n'est pas la peine d'anticiper, parce que c'est des calculs dont vous ne voyez pas vraiment le sens. Voilà, donc conclusion, cette conclusion, dans une transformation réversible, on peut relier la pression du système,
à la résultante des forces exerçant sur le système mécanique. Bon, ça vous barrez, on verra ça plus tard, je vous l'expliquerai quand j'aurai le temps, si j'ose dire, et quand ce sera le moment surtout. Paragraphe 4 maintenant, paragraphe 4, 5.4. Pour terminer, donc, les transformations adiabatiques. Alors, on peut avoir des adiabatiques réelles, des transformations adiabatiques réelles, ou des transformations adiabatiques quasi-statiques, ou des transformations adiabatiques réversibles. Voilà. Donc, ça s'applique aux trois catégories précédentes. Donc, les transformations adiabatiques, un système thermodynamique subit une transformation adiabatique lorsqu'il est séparé à l'extérieur par une paroi atermane. Il est contenu dans une paroi atermane. D'accord ? Je rappelle que cette paroi atermane, elle interdit les transferts thermiques donc, entre le système thermodynamique d'étude et l'extérieur. À ce moment-là, si donc, un système ne reçoit pas, algébriquement, on ne cède pas de chaleur, à ce moment-là, on dit que la transformation est adiabatique. Voilà. Voilà donc pour ce dernier chapitre d'introduction à la thermo.